240 millions de dollars. C'est ce que coûte le déploiement d'un seul drone de surveillance MQ-4C Triton dans le ciel du Golfe Persique. Sans compter les systèmes de mission, sans compter l'infrastructure de contrôle au sol, sans compter les contrats de soutien qui le suivent partout où il vole. 240 millions de dollars pour un appareil qui ne transporte jamais la moindre arme. Un appareil dont le seul et unique but est d'observer. La marine américaine l'a déployé dans le Golfe Persique parce qu'aucune autre plateforme dans son inventaire ne pouvait voir ce qu'il voyait. Et dans les semaines qui ont précédé, l'Iran l'a abattu. Voici ce par quoi le Pentagone ne l'a pas remplacé. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord saisir l'architecture offensive de l'opération américaine dans le détroit d'Ormuz. La géométrie du groupe aéronaval, l'écran de destroyer Aegis résolvant l'équation d'interception face aux vedettes rapides des gardiens de la Révolution, les cellules de lancement verticales pointées sur les coordonnées iraniennes le long du littoral nord. La façon dont le tableau de frappe a été construit est connue. Ce qui l'est moins, c'est l'architecture du renseignement qui alimente ce tableau. Cette architecture vient de perdre son œil le plus coûteux, et ce vers quoi le commandement central américain s'est tourné dans les 72 heures qui ont suivi est la partie que personne n'a mentionnée dans un communiqué de presse. Examinons les chiffres. Le MQ-4C, Triton est un drone de surveillance maritime développé à partir de la même cellule que le Global Hawk RQ-4 de l'armée de l'air. Mais les modifications vont bien plus loin que la simple désignation ne le suggère. Envergure, 39 mètres, soit davantage qu'un Boeing 737. Altitude de croisière, 17 200 mètres, au-dessus des couloirs du trafic aérien commercial, au-dessus du plafond effectif de la plupart des systèmes iraniens de défense aérienne couvrant les approches occidentales du Golfe. Endurance, plus de 24 heures en vol sur une seule mission. Et la charge utile qui le rend irremplaçable sur le plan opérationnel, le radar AN/ZP-ICR-3MFAS, un capteur actif multifonction capable d'opérer simultanément dans plusieurs modes, notamment la recherche grande superficie, le radar à synthèse d'ouverture inverse pour la classification des cibles de surface et la collecte de renseignements électromagnétiques. Le chiffre de couverture qui en résulte est celui qui compte réellement. Le Triton peut cartographier 2 700 000 milles marins carrés par jour. Pour mettre cela en perspective, l'ensemble du Golfe Persique couvre environ 92 000 milles carrés. Le Triton peut donc le couvrir 29 fois en une seule orbite de 24 heures. Aucune autre plateforme non habitée dans l'inventaire de la marine n'en approche. Pas le P-8 Poséidon, avion de patrouille maritime qui vole plus bas, plus lentement, avec un équipage de 9 personnes qui doivent finalement rentrer à la base. Pas le drone à voilure tournante MQ-8 Fire Scout, dont le plafond est de 6000 mètres et l'endurance de 8 heures. Pas le MH-60R Seahawk, un hélicoptère conçu pour les engagements à courte portée. Le Triton constituait l'épine dorsale du renseignement pour chaque action offensive que la marine planifiait dans le Golfe. Quand un F/A-18E embarqué verrouillait une vedette rapide des gardiens de la Révolution, les données de ciblage provenaient d'une piste établie par le Triton plusieurs heures auparavant. Quand une cellule de lancement vertical d'un destroyer calculait une solution de tir contre un missile balistique Khorramshahr 4 entrants, la confirmation du point de lancement venait de la surveillance assurée par le Triton. Quand des sous-marins se repositionnaient le long des approches du détroit pour fermer un goulet d'étranglement sous-marin, le tableau des mouvements des sous-marins iraniens qui justifiait ce repositionnement venait, là encore, du Triton. Supprimer le Triton et le tableau de frappe se dégrade. Pas de façon catastrophique, la marine maintient une redondance dans son architecture de collecte, mais d'une façon que les planificateurs militaires iraniens avaient modélisé très soigneusement avant de construire le système permettant de l'abattre. Voici ce qu'ils observaient depuis le bas. La stratégie des vedettes rapides des gardiens de la Révolution à Ormuz repose sur les classes PKAP et Serraj 1, de petits bateaux rapides en fibre de verre transportant des missiles anti-navires ou des systèmes de roquettes non guidés. Vitesse maximale, de 55 à 63 nœuds selon la variante et la charge de combat. Plus rapide que tout bâtiment de surface américain dans la région. Ils n'ont pas besoin de distancer un missile. Ils ont besoin de devancer le cycle de réaction du navire qui les suit.
À 55 nœuds, un Paycap 2 couvre 1000 marins en un peu plus d'une minute. Au passage le plus étroit du détroit d'Ormuz, 21 000 marins de largeur, un essaim coordonné de 12 vedettes peut refermer la géométrie sur un destroyer en moins de 25 minutes depuis le rivage iranien. La doctrine des vedettes rapides des gardiens de la Révolution n'exige pas que ces bateaux coulent des navires américains. Elle exige qu'ils compliquent suffisamment le cycle de décision pour que la gestion du trafic dans le détroit devienne intenable. Les pétroliers dévient, les marchés de l'assurance s'emballent. Le préjudice économique causé par une fermeture menacée coûte davantage que l'ensemble du budget annuel du programme de vedettes rapides. Le Triton perturbait cette doctrine, non pas en tirant quoi que ce soit, mais en observant tout. L'observation continue des postes d'amarrage des Paycap à Bandar Abbas signifiait que tout départ pouvait être détecté et contré avant que les embarcations n'atteignent les eaux ouvertes. Le stationnement de 24 heures signifiait qu'il n'existait aucune fenêtre, aucun changement de quart, aucune trouée météorologique, aucune période de rotation du matériel, pendant laquelle les gardiens de la Révolution pouvaient assembler une sortie en essaim sans être détectés à quai. Supprimez le Triton et cette fenêtre s'ouvre. L'Iran a passé 18 mois à concevoir précisément cette suppression. Voici le détail que la quasi-totalité des analyses a entièrement manqué. Le profil électromagnétique du Triton, malgré son opération à 17 200 mètres d'altitude, n'est pas discret. Cette envergure de 39 mètres produit une section radar que les stations de surveillance des gardiens de la Révolution à Bandar Abbas enregistraient en continu depuis que l'appareil avait commencé sa rotation de patrouille dans le Golfe. Mais ils ne le suivaient pas dès le premier jour pour l'abattre. Ils le suivaient pour construire un modèle. Pendant 18 mois, les équipes iraniennes de guerre électronique ont catalogué chaque élément du schéma de mission du Triton. Ses vecteurs d'approche dans le Golfe depuis les sites opérationnels avancés, son comportement d'ajustement d'altitude lors de la transition du couloir de transit vers l'orbite de surveillance, les intervalles entre les cycles de balayage radar, les fenêtres de temps sur cible au-dessus d'emplacements spécifiques à Bandar Abbas, les bandes de fréquence utilisées pour son relais de communication chiffrées vers le commandement de la flotte. Ils ont intégré tout cela dans des équipements de leurrage, des générateurs de signaux GPS et des systèmes de fausses échos radar assemblés à partir de composants acquis via des réseaux commerciaux. Et ils ont construit un modèle de ciblage qui, au moment où ils l'ont activé, était plus détaillé que tout ce que le programme de guerre électronique des gardiens de la Révolution avait jamais tenté contre une plateforme américaine. L'activation du leurrage ne s'est pas annoncée comme une attaque. Pour les systèmes de navigation du Triton, cela ressemblait à une erreur de précision GPS. Une dérive progressive, du genre que la gestion automatisée du vol corrige de manière routinière. L'algorithme de correction, travaillant à partir de données GPS falsifiées, dirigeait l'appareil non pas hors de la zone d'erreur, mais plus profondément à l'intérieur. Et plus profondément dans l'espace aérien contrôlé par l'Iran. À un certain point, l'appareil se trouvait précisément là où l'Iran le voulait. Et le réseau de défense aérienne avait été prépositionné pour cette géométrie exacte. Ce n'était pas un tir de missile chanceux sur un drone en patrouille. C'était l'étape finale d'exécution d'un projet d'ingénierie de 18 mois. Les gardiens de la Révolution avaient écrit un programme et ils l'avaient exécuté. Le problème pour l'Iran, la variable qu'ils n'avaient pas entièrement modélisée, était ce vers quoi le commandement central s'est tourné dans les 72 heures suivant la perte. La brèche de surveillance au-dessus du détroit était réelle et immédiate. Les postes d'amarrage des Paycap à Bandar Abbas n'étaient plus sous observation continue. Les positions des lanceurs de missiles Khorramshahr 4 le long du littoral nord étaient dans l'obscurité. Et quelque part dans le Golfe, un sous-marin de classe Kilo, qui s'était immergé 11 jours auparavant, n'avait pas refait surface. Le commandement central disposait d'une fenêtre de 72 heures avant que le vide du renseignement ne crée un risque opérationnel qu'il ne pouvait pas gérer de façon responsable. Il avait 240 millions de dollars de confiance brisés dans la plateforme que tout le monde avait supposée irremplaçable. Et quelqu'un a alors consulté la liste de matériel de l'USS Gravely, un destroyer de classe Harley Burke en station dans le Golfe, et a trouvé une ligne qui n'était pas censée résoudre ce problème. Elle allait pourtant le faire. Voici pourquoi la réponse évidente, remplacer le Triton par un autre Triton, ne tient pas face aux chiffres.
Le second Triton volerait dans la même catégorie de plateforme. Même envergure, même profil d'altitude, même caractéristiques de signature électromagnétique que l'équipe de guerre électronique des Gardiens de la Révolution avait passé 18 mois à cataloguer. L'équipement de leur âge est toujours à Bandar Abbas. L'équipe qui a construit et dirigé le projet est toujours opérationnelle. Le scénario est écrit et validé contre une cible confirmée. Le commandement central effectue le calcul. Le second Triton arrive-t-il et reprend-il immédiatement ses opérations en volant dans une enveloppe de leur âge déjà préréglée sur son profil électromagnétique? Ou reste-t-il au sol à Sigonella ou à Bahreïn pendant que les équipes de guerre électronique de la marine passent des mois à renforcer l'architecture anti-leurrage GPS de la plateforme et les protocoles de discrimination des capteurs contre la signature de leurrage spécifique que les Gardiens de la Révolution viennent de démontrer? Aucune de ces options ne restaure le tableau de surveillance en 72 heures. Il y a un problème de second ordre qui va plus loin que le calendrier opérationnel. Si le second Triton est abattu, l'Iran a désormais démontré publiquement, à 2 reprises, qu'il maîtrise la surveillance à haute altitude au-dessus du golfe Persique. Pas revendiqué, démontré opérationnellement contre la même plateforme 2 fois. Le signal géopolitique que cela envoie atteint chaque adversaire qui surveille la posture navale américaine dans la région. Et ils sont plusieurs à observer très attentivement. Le coût du précédent d'une seconde perte du Triton n'est pas 240 millions supplémentaires. C'est la crédibilité stratégique de chaque plateforme de surveillance persistante que les États-Unis positionnent au-dessus d'un espace aérien contesté. Le commandement central a choisi de ne pas accepter l'une ou l'autre version de ce risque. Voici le calcul ultime qu'il a choisi à la place. En passant en revue les spécifications d'inventaire de ce que la marine avait disponible à ce moment précis. Non pas les plateformes de remplacement de haut profil, non pas les actifs nécessitant une notification du Congrès pour être déployés, c'est le manifeste de l'USS Gravely, le destroyer en station la plus proche au moment où le Triton est tombé, qui a retenu l'attention. Une ligne dans ce manifeste n'aurait pas dû s'y trouver pour cette mission. Le Switchblade 600. Le Switchblade 600 a été développé par AeroVironment dans le cadre d'un contrat. Le programme est resté classifié pendant plusieurs années. Son existence n'est entrée dans la documentation publique qu'après que l'armée a commencé à le déployer auprès des unités de forces spéciales. La désignation 600 le distingue du Switchblade 300, qui pèse 2,5 kg et a été conçu pour l'interdiction de personnel dans le combat terrestre débarqué. Le 600 est une arme différente à une échelle différente. Masse, 10 kg et demi, charge militaire comprise. Envergure déployée, moins d'1,5 mètre. Assez compacte pour tenir dans une mallette de transport. Assez compacte pour que 2 opérateurs l'installent en moins de 2 minutes depuis presque n'importe quelle surface horizontale stable. Propulsion. Moteur électrique. Ce dernier détail est crucial, car il ne produit pratiquement aucune signature thermique pour les systèmes de détection infrarouge, et presque aucune signature acoustique à l'altitude opérationnelle. Vitesse. De 110 à 185 km/h, ajustable par l'opérateur en vol. Endurance. 40 minutes à vitesse opérationnelle. Portée maximale depuis le point de lancement, 40 km. Coût unitaire, 80 000 $. 3 000 contre 1 face au Triton qu'il allait remplacer. Ce ratio n'est pas une curiosité budgétaire. Ce chiffre est la doctrine stratégique de l'ensemble de cet engagement, nous y reviendrons. Les 40 minutes d'endurance constituent le premier chiffre qui ressemble à une contrainte rédhibitoire. Face aux 24 heures du Triton, la comparaison semble absurde. Pourquoi un drone de 40 minutes remplacerait-il un drone de 24 heures? Mais voici les chiffres qui changent entièrement l'analyse. Le Triton couvre 2 700 000 milles marins carrés par jour parce qu'il le doit. Parce qu'il maintient un tableau de renseignement persistant sur des centaines de kilomètres de littoral en activité continue. La question que le commandement central posait réellement pendant cette fenêtre de 72 heures était bien plus étroite. Nettement plus étroite. 3 points de données spécifiques, l'état d'occupation des 14 postes d'amarrage devait être rapide à Bandar Abbas. Les indicateurs de préparation sur 3 positions confirmées de lanceurs de missiles balistiques Khorramshahr 4 le long du littoral nord et la localisation d'un sous-marin de classe Kilo
qui n'avait pas refait surface depuis 11 jours. Ces 3 questions pouvaient trouver une réponse lors d'un seul passage côtier de 40 minutes à basse altitude, à condition que le drone puisse atteindre la zone sans être détecté. C'est là que la physique du Switchblade 600 change tout. L'infrastructure de guerre électronique iranienne à Bandar Abbas a été construite pour détecter les aéronefs à moyenne et haute altitude. Les systèmes de leurrage qui ont abattu le Triton opèrent dans des bandes de fréquences calibrées pour les plateformes guidées par GPS volant au-dessus de 9000 mètres. Les réseaux radars de surveillance couvrant l'installation navale sont orientés vers les bandes d'altitude correspondant aux paquets de frappe de précision américains et aux aéronefs de patrouille maritime, exactement les profils de menaces sur lesquels les gardiens de la Révolution ont consacré le plus de temps et d'argent. Un drone de 10,5 kg volant à 240 mètres, propulsé par un moteur électrique avec une émission acoustique et thermique minimale, ne se résout sur aucun de ces systèmes comme un contact significatif. Il est trop petit pour que le radar de surveillance à haute altitude l'acquiert aux faibles angles d'élévation. Il ne produit aucun échappement de réacteur pour le suivi infrarouge. Son lien de communication chiffré à saut de fréquence vers le destroyer ne génère aucun schéma d'émission détectable que les équipes de renseignement électromagnétique iraniens auraient catalogué ou analysé. En termes techniques précis, le Switchblade 600 n'apparaissait pas dans l'architecture de capteurs de Bandar Abbas, parce que cette architecture n'avait pas été conçue pour le voir. L'Iran avait passé 18 mois à apprendre comment aveugler l'œil le plus coûteux de l'arsenal américain. Il n'avait pas pris en compte un œil coûtant 82 000 $ et volant à 240 mètres. Le défi technique du côté de la marine n'était pas négligeable. Le Switchblade 600 est un système de lancement au sol. Son lanceur tubulaire standard est conçu pour une surface horizontale stable, l'opérateur contrôlant manuellement l'orientation du tube avant l'allumage. L'adapter au pont arrière de l'USS Gravely, pendant que le destroyer maintenait son cap de patrouille dans la houle du Golfe, un cap calculé pour donner au drone son vecteur d'approche côtier optimal sans faire passer la signature de lancement directement au-dessus du rideau radar iranien, a nécessité 4 heures et 2 tentatives de configuration infructueuses. L'estimation initiale avait été de 90 minutes. Le plan a failli ne jamais décoller. Ce qui l'a maintenu en vie, c'est un unique calcul de contrainte de la cellule de renseignement du commandement central. Ils n'avaient pas besoin d'une couverture à spectre complet. Ils avaient besoin de ces 3 points de données. Et la portée de 40 km du Switchblade, depuis un destroyer maintenu à 30 km au large, couvrait la géométrie des cibles. Le profil de vol fonctionnait, la physique fonctionnait, et l'Iran n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Le Switchblade a décollé du pont arrière de l'USS Gravely tôt le matin, volant selon un itinéraire d'approche côtier préprogrammé à 240 mètres au-dessus de la surface du Golfe. 12 minutes après le décollage, le capteur électro-optique infrarouge a acquis le premier ensemble de cibles, 14 vedettes rapides à Bandar Abbas, dont 3 embarcations de classe PayCap, 2 que le renseignement du commandement central n'avait pas réussi à localiser depuis 6 jours. À la 23e minute, les positions des lanceurs Khorramshahr 4 sont apparues. 2 des 3 étaient en configuration de transport, indiquant aucune préparation au lancement imminente. À la 41e minute, le flux électro-optique infrarouge a verrouillé la base des sous-marins de classe Kilo à l'installation navale secondaire de Bandar Abbas. Partiellement immergé, bâtiment présent, non en posture de déploiement actif. 47 minutes. 3 lacunes critiques de renseignement comblées. Puis le Switchblade a fait ce que le Triton n'avait jamais été conçu pour faire. Une vedette rapide de classe PayCap 2 a quitté son poste d'amarrage à Bandar Abbas à la 44e minute du vol. Elle filait à grande vitesse, 50 nœuds, cap sur la sortie du port extérieur. Elle correspondait exactement à la classe et à la signature de vitesse de 3 embarcations des gardiens de la Révolution impliquées dans des opérations de harcèlement coordonnées contre un navire de ravitaillement de la marine américaine dans les 72 heures précédentes. Même classe, même vecteur de départ. L'opérateur à bord de l'USS Gravely avait une liaison continue. Il voyait ce que le capteur du drone suivait. L'identification a pris moins de 40 secondes. L'autorisation, selon les règles d'engagement, est venue du centre d'information de combat en moins de 90 secondes.
Imaginez-vous à cette place un instant, regardant un flux à basse altitude à 240 mètres au-dessus des eaux sombres du Golfe. Une embarcation prenant de la vitesse vers la sortie du port à 50 nœuds, le compteur d'endurance du drone s'épuisant, l'autorisation qui arrive. Ce que les 11 secondes suivantes ressemblent depuis cette position est quelque chose qu'aucun communiqué de presse ne décrira avec précision. La vedette PACAP 2 a été neutralisée. Le Switchblade s'est autodétruit lors de l'approche terminale, ce qui signifie qu'il a également cessé d'être un actif de renseignement récupérable pour l'Iran. Aucun débris avec des composants de capteurs identifiables, aucun équipement de communication à analyser pour des signatures de fréquences, aucun système de guidage à rétro-ingénierie. Le drone qui venait de cartographier l'ensemble du tableau opérationnel naval iranien à Bandar Abbas s'est dissous dans le Golfe, ces données déjà transmises au Gravely. Coût de cette mission complète de renseignement et de frappe, 80 000 $. Voici l'équation exprimée clairement. 240 millions divisé par 80 000 égale 3 000. L'Iran a vaincu une plateforme. L'ordre d'approvisionnement de la marine couvre 3 000 unités à ce ratio de coût. Ce n'est pas une ligne budgétaire, c'est un calcul d'attrition qui joue pour la première fois en faveur de la marine dans l'histoire de l'asymétrie des coûts de ce conflit. Ce qui est le plus surprenant dans ce résultat, ce n'est pas que le Switchblade ait fonctionné. C'est la spécificité de ce qu'il a trouvé. Ce n'était pas un vol de surveillance qui confirmait ce que la marine soupçonnait déjà. La localisation de la base de sous-marins de classe Kilo dans une installation secondaire que le renseignement existant avait signalé comme une possibilité, mais jamais confirmée, était exactement le type de données qui restructure l'ensemble de la géométrie de la guerre sous-marine pour la fenêtre des 96 heures suivantes. Cette confirmation est venue d'un drone que personne au quartier général des gardiens de la Révolution n'avait modélisé comme une menace de surveillance. Voici l'analyse qui suscitera des objections. La perte du MQ-4C Triton n'était pas un échec stratégique. C'était le test de renseignement le plus précieux et le plus coûteux que la marine ait effectué durant tout son déploiement dans le Golfe. Parce qu'il a révélé non pas la vulnérabilité de la marine, mais celle de l'Iran. Un adversaire qui croit avoir résolu un duel de capacité cesse de chercher des menaces alternatives. L'équipe de guerre électronique des gardiens de la Révolution a neutralisé le Triton et a conclu que le problème de la surveillance à haute altitude était résolu. Cette confiance, la conviction d'avoir fermé l'œil dominant de l'architecture de renseignement américaine, est désormais une vulnérabilité. Chaque Switchblade, lancé depuis chaque destroyer dans le Golfe à partir de ce moment, opère à l'intérieur de la brèche de sécurité que cette confiance a créée. Le silence du Pentagone sur la perte du Triton, aucune déclaration publique, aucune conférence de presse, aucune attribution à l'Iran, n'était pas une gêne institutionnelle, c'était une conception opérationnelle. Les sous-marins de classe Kilo, filant silencieusement le long des voies de trafic des pétroliers, la gestion de la signature acoustique qui les rend difficiles à classifier avec confiance pour les équipages du P-8 Poséidon, tout cela était connu. Ce que la mission Switchblade a confirmé, c'est que le sous-marin que l'Iran avait maintenu en mode silencieux pendant 11 jours se trouvait dans une position de base confirmée dans une installation secondaire que la marine n'avait pas préalablement vérifiée. Cet emplacement fait désormais partie de l'architecture de ciblage. Examinons maintenant l'équation complète. La stratégie de l'Iran à Hormuz repose sur une pression asymétrique des coûts, une philosophie documentée dans la doctrine opérationnelle des gardiens de la Révolution et étudiée attentivement au Naval War College. La prémisse, il n'est pas nécessaire de vaincre militairement la marine américaine. Il suffit de rendre le coût des opérations suffisamment élevé pour que la volonté politique de les maintenir se dégrade plus vite que la capacité de l'Iran à menacer. Des vedettes rapides à 50 000 $, forçant le recours à des intercepteurs S, M, 6 à 5 300 000 $. Des mines à pression à 1 500 $ chacune nécessitant des torpilles légères, M, K-54 à 400 000 $ pour être neutralisées. Un programme de leurrage qui élimine une plateforme de surveillance à 240 millions de $. Chaque ratio dans cette stratégie joue en faveur de l'Iran, jusqu'à ce que la marine commence à employer des actifs à 80 000 $. L'insertion du Switchblade ne résout pas seulement la brèche immédiate du renseignement.
Elle commence à réécrire l'équation des coûts sur laquelle repose toute la doctrine des gardiens de la Révolution à Ormuz. Parce que cette doctrine suppose que les actifs américains coûtent plus cher à déployer que les actifs iraniens à neutraliser. À 240 millions, cette hypothèse est correcte. À 80 000 $, elle s'inverse. Et les chiffres d'approvisionnement amplifient l'inversion. Pas un Switchblade, pas 12, mais 400 unités dans le package de déploiement actuel. 400 Switchblade à 80 000 $ chacun. 32 millions de dollars d'inventaire total. Pour que l'Iran neutralise cet inventaire au combat, les gardiens de la Révolution devraient détecter, suivre et intercepter 400 munitions rôdeuses individuelles, chacune lancée de manière imprévisible depuis différentes plateformes, chacune volant selon un parcours côtier différent à basse altitude, chacune opérant entièrement en dessous du rideau radar que l'Iran a passé 18 mois à construire pour couvrir l'altitude opérationnelle du Triton. L'architecture anti-drone que l'Iran devrait construire pour ce problème, des réseaux de détection acoustique le long du littoral en dessous de 300 mètres, des systèmes radars à basse altitude couvrant les approches portuaires, des filets infrarouges pour les cibles électriques à faible vitesse, des vedettes d'interception dédiées à l'engagement de drones dans les eaux côtières confinées coûteraient des ordres de grandeur supérieurs à 32 millions de dollars à construire, à armer en personnel et à maintenir. L'Iran a bâti toute sa stratégie à Ormuz autour du vidage du magasin de la marine américaine. La marine vient d'ouvrir un magasin qui coûte 32 millions à remplir et qui nécessite des centaines de millions pour être défendu de manière fiable. Voici le détail qui reste en mémoire. Le HMS Sheffield a sombré dans l'Atlantique Sud, touché par un seul missile AM-39 Exocet tiré depuis un super-étendard argentin. Le Sheffield avait coûté environ 75 millions de dollars. L'Exocet avait coûté environ 200 000 $. Ce ratio de coût de 375 contre 1 a motivé la révision des acquisitions navales britanniques après les Malouines, la reconnaissance institutionnelle qu'un système bon marché et bien ciblé pouvait vaincre une plateforme vastement plus coûteuse, non pas par supériorité technique, mais par asymétrie économique. L'équation Switchblade Triton s'établit à 3000 contre 1. Voici ce que cela nous dit sur la direction que la marine est forcée de prendre en matière de renseignement. Le problème des plateformes de surveillance à 240 millions de dollars ne réside pas dans leur capacité. Le Triton est genuinement extraordinaire. Le problème est ce qu'elle crée. Une plateforme tellement précieuse que sa perte devient un événement stratégique, dont les procédures d'exploitation deviennent une signature prévisible au fil du temps, dont le coût justifie l'investissement adverse pour la vaincre spécifiquement. Les outils coûteux créent des cibles coûteuses. L'inversion du Switchblade n'est pas une réponse complète à ce problème, mais c'est le signal le plus clair à ce jour que quelqu'un au commandement central effectue un calcul fondamentalement différent basé sur l'asymétrie du coût des actifs plutôt que sur la suprématie des capacités. Et voici la partie qui, en surface, ne fait toujours pas sens après avoir tout examiné. Le Switchblade Sea Suns ne se trouvait pas à bord de l'USS Gravely dans cette intention. Il avait été prépositionné en tant que kit de soutien d'interdiction rapproché pour une équipe de forces spéciales, un ensemble de contingences pour une mission qui n'avait pas encore été exécutée. Il ne figurait pas dans l'architecture de collecte de renseignements tactiques de la marine pour la patrouille dans le Golfe. Il n'était mentionné dans aucun document de planification de surveillance du commandement central pour l'opération à Ormuz. Il est apparu lors d'une vérification de manifeste durant la crise des 72 heures parce qu'un officier dans la chaîne de commandement a demandé s'il y avait quelque chose à bord de ce destroyer capable d'effectuer un parcours côtier à basse altitude sous la couverture radar iranienne. La réponse était censée être non. Ce qui a répondu par l'affirmative coûtait 80 000 $ et se trouvait dans un tube. Ce n'est pas une liste de mauvaises décisions de l'Iran et de bonnes décisions de la marine américaine. C'est un schéma. Le schéma de ce qui se produit quand un camp optimise l'ensemble de ses investissements en guerre électronique contre une seule plateforme de haute valeur, et que l'autre camp déploie quelque chose que le coût de remplacement de cette plateforme n'avait jamais pris en compte. Il y a un élément de la mission de Bandar Abbas délibérément laissé de côté dans cette analyse. Plus précisément, ce que la marine pense que le sous-marin de classe Kilo faisait pendant ses 11 jours de silence avant de retourner au port.
Et pourquoi cette question change le tableau des menaces pour la prochaine phase de cette opération? Voici l'équation telle qu'elle se présente maintenant. L'Iran a mené un projet d'ingénierie de 18 mois et a réussi à neutraliser une plateforme de surveillance à 240 millions de dollars. C'est une véritable réalisation capacitaire. Le système de leurrage a fonctionné. La géométrie de ciblage a fonctionné. L'équipe de guerre électronique des gardiens de la Révolution mérite chaque crédit qu'implique le résultat. Ce que l'Iran n'a pas modélisé, c'est la réponse. 72 heures, un destroyer, une munition rôdeuse de 56 kg dans un tube, 47 minutes de temps de vol, 3 lacunes de renseignements comblées, une vedette rapide des gardiens de la Révolution neutralisée et une remise à zéro de l'architecture de surveillance qui a coûté 80 000 $ face à un programme de leurrage de 18 mois qui a coûté aux gardiens de la Révolution une fraction significative de leur budget de développement de guerre électronique. Le Triton avait été construit pour observer. Le Switchblade a été construit pour disparaître une fois qu'il en avait assez vu. L'Iran a vaincu la plateforme qui annonçait sa présence à 17 000 mètres d'altitude pendant 18 mois. Il n'a pas vu la plateforme qui n'annonçait rien, volait à 240 mètres et avait disparu en 47 minutes. Ce qui a été exposé ici n'est pas un résultat isolé. C'est le moment où les variables de l'équation des coûts à Hormuz ont changé de direction. La question ouverte est de savoir où cette doctrine mène à grande échelle. Si la marine construit son architecture de renseignement avancée autour d'essaims de plateformes bon marché et jetables plutôt qu'autour d'un petit nombre de plateformes persistantes et coûteuses, le tableau opérationnel évolue d'une manière contre laquelle les gardiens de la Révolution n'ont jamais eu à planifier. Plus de nœuds de couverture, plus de redondance, plus d'asymétrie des coûts jouant en faveur de la marine. Les vulnérabilités dans cette architecture sont différentes de celles du Triton. Navigation indépendante du GPS à grande échelle, communication d'essaims chiffrés, discrimination de cibles assistée par intelligence artificielle pour gérer le volume de données provenant de centaines de flux simultanés. Aucun de ces problèmes n'est entièrement résolu, mais on y travaille. Et quelque part dans ce travail, le drone à 240 millions de dollars devient la relique. Non pas parce qu'il a cessé d'être capable, mais parce que l'ennemi a appris à le voir.